Madame la ministre, messieurs les présidents, l'Institut national de l'audiovisuel est particulièrement honoré d'animer et de modérer ces deux débats de la matinée. Je suis Serge Chic, je dirige INA Expert qui regroupe les activités d'enseignement, de recherche, de formation et d'expertise de l'INA. Alors je crois que le mot expert porte bien son nom car tout au long de cette matinée, nous allons entendre sans doute les meilleurs experts sur les sujets que nous allons mentionner. Ce sont des sujets complexes qui font l'objet d'une réflexion publique. Et donc, naturellement, nous avons pensé, avec la DGMIC, à inviter les meilleurs spécialistes. Alors, quelques mots de précision sur le fonctionnement de ces tables rondes. Alors, il y aura plusieurs rounds à chaque fois. Il y aura d'abord une brève phase d'introduction qui présentera les problématiques qui seront traitées. Une deuxième phase où les différents intervenants auront le loisir d'exposer leur position dans un cadrage de temps limité. Une phase de débat entre eux, naturellement, et puis une dernière phase qui sera donc ouverte à vos questions. Je crois que c'est très important, en effet, que la salle ici soit dynamique dans ces échanges évidemment, qui seront toujours courtois, bien entendu. Donc je voudrais d'abord appeler tous les participants à la première table ronde à me rejoindre. Nous allons démarrer par quelques éléments de présentation d'enjeux. Alors j'aurai le plaisir de vous présenter tous les intervenants dès qu'ils auront l'occasion de prendre la parole. Je voudrais d'abord qu'on revienne peut-être sur quelques éléments de cadrage par rapport à ces tables rondes et qui unit finalement à la fois la première table ronde et la deuxième. Le marché, si on peut dire, des contenus audiovisuels, comme vous le savez, a beaucoup évolué. Et je dirais que d'une certaine manière, ce qui apparaît ici à l'écran, c'est qu'avec le numérique, on avait une organisation finalement relativement organisée et stratifiée. Avec le numérique, on voit bien que les acteurs, sans abandonner évidemment leur positionnement initial, ont investi de nouveaux métiers. Donc les groupes audiovisuels, vous le savez, distribuent des contenus numériques sur leur propre plateforme de VOD. Parfois, ces groupes, d'ailleurs, distribuent des contenus dont ils ne sont pas forcément l'initiateur. Les opérateurs télécoms sont devenus des distributeurs de services numériques, notamment sur leur plateforme IPTV. Ils sont parfois éditeurs de chaînes et de services. Et puis enfin, d'hébergeurs de contenus générés par les utilisateurs. Ce qui apparaît ici, les plateformes de partage vidéo ont progressivement accueilli des contenus audiovisuels d'éditeurs déjà diffusés, mais également des contenus qui ont été développés spécifiquement pour leur plateforme, ce qui explique le mouvement de la flèche que vous pouvez voir à l'écran. Donc un marché qui s'est fortement réorganisé, même si évidemment tout le monde ne fait quand même pas tout sur ce marché. Deuxième élément important, ça je crois que c'est un point essentiel qui a été souligné il y a quelques instants, le fait que les marchés restent des marchés nationaux pour la partie contenu audiovisuel diffusé en broadcast, mais quand on parle de l'univers du web, la dimension du marché, elle est internationale et mondiale. Il n'y a pas besoin de s'apesantir longtemps sur ce sujet, mais il me semble qu'on ne peut pas ne pas le rappeler. Vous avez ici un chiffre qui est issu d'une étude de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Il y a 3000 services audiovisuels qui sont établis dans un pays européen ou qui sont reçus dans au moins l'un d'eux. Donc on voit bien que le web est devenu une gigantesque plateforme de distribution. Alors ça peut être perçu comme une menace, mais c'est aussi une opportunité, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est une source d'innovation, c'est aussi l'occasion pour les opérateurs français de distribuer leurs programmes sur le plan international avec de nouveaux vecteurs de distribution. Troisième élément très important qui concerne l'évolution des usages. Et là, je crois qu'il convient quand même de rappeler que, globalement, la télévision se porte bien. Pourquoi elle se porte bien? Elle se porte bien parce que la durée d'écoute de la télévision traditionnelle continue de progresser. On avait beaucoup dit, si vous vous souvenez des prévisions qui avaient pu être faites, que inéluctablement la durée d'écoute de la télévision allait diminuer. C'est vrai dans certains pays, ce n'est pas le cas en France.
Et puis la deuxième raison qui explique pourquoi elle se porte bien, c'est tout simplement parce qu'on a de nouveaux usages qui apparaissent. Donc ce sont des usages assez largement délinéarisés, avec un marché lui-même qui est en nette progression. Alors en revanche, ce qu'on observe, et c'est ce qui, bien sûr, attire aussi notre attention, c'est qu'il y a de grandes différences en fonction des publics et de leur âge. On a ici quelques éléments qui vous permettent de voir que, d'une part, les enfants consomment massivement la télévision devant leur ordinateur. Ils sont d'ailleurs souvent seuls devant l'ordinateur, ce qui implique évidemment des questions sur la régulation. Et puis, par ailleurs, quand on regarde la consommation de la télévision de rattrapage, on se rend compte que plus on avance en âge, ou plutôt plus on est jeune, et plus la télévision de rattrapage prend de la place. Il y a un certain nombre de genres, notamment en Grande-Bretagne par exemple, 30% de la consommation de la fiction s'effectue en rattrapage, en mode de rattrapage. Donc on n'est pas en train de parler d'un phénomène marginal. La question est évidemment de savoir si cette nouvelle génération d'utilisateurs, quand elle va vieillir, qu'est-ce qu'elle va garder de son comportement initial et qu'est-ce qu'elle va en perdre, parce que comme tout le monde, eh bien, cette génération, elle va vieillir, elle vivra peut-être plus souvent dans son foyer que quand elle est jeune. Voilà pour ce qui concerne le cadrage. J'ai ici cité une phrase qui me tient à cœur, qui est issue de L'homme sans qualité de Robert Musil, qui dit la chose suivante: à l'accroissement des quantités ne répond pas nécessairement un accroissement correspondant de la qualité centrale. Alors il n'en parle pas spécifiquement pour l'audiovisuel, je vous rassure, parce que ce livre a été écrit avant les développements que nous connaissons aujourd'hui. Il en parle à propos de la démocratie. Donc je pense que c'est une thématique qui montre que l'audiovisuel et la démocratie sont fortement liés. Mais je crois qu'il y a un vrai enjeu. On en parlera ce matin, on en parlera aussi cet après-midi pour la question des financements. La qualité doit être au centre de notre système. Et c'est en nourrissant cette qualité qu'on améliorera la diversité des contenus. Il y a pas mal d'études aux États-Unis qui montrent notamment en matière d'information que plus il y a de contenus de distribution de l'information et moins il y a de stories, comme ils disent, qui sont traitées dans l'année. Donc c'est un vrai enjeu très important. Alors pour ce qui concerne la régulation, je vais aller rapidement. Voici les problématiques que nous allons traiter ce matin et elles sont fort nombreuses. Je ne reviendrai pas sur la question qui a été posée ce matin par Madame la Ministre. Il est évident qu'il y a une accélération très forte des technologies et que sur le fond, la question est de savoir si la régulation ou la réglementation qu'on connaît aujourd'hui pour l'audiovisuel peut être valable dans l'univers de l'Internet. Et il est évident aussi d'un point de vue économique qu'il ne faut pas que nos industries audiovisuelles soient fragilisées par des obligations fortes alors que d'un autre côté, il n'y en a pas. Alors, de quoi on va parler? On va parler du champ de la régulation, bien entendu. Olivier Schrammeck en parlera, donc je ne vais pas longtemps insister là-dessus. On a ici reproduit un dessin qui est paru dans le journal Le Monde, qui montre ce que pourrait devenir une réglementation ou une régulation excessive. Donc je souhaite bien du plaisir au CSA et à son président si jamais cette situation devait être avérée. Il y a donc des champs de régulation, il y a la protection de l'enfance, la dignité de la personne humaine, qui font déjà l'objet du champ de compétences du CSA. Et évidemment, la question est de savoir si on doit la généraliser à d'autres vecteurs. Il y a la question du pluralisme des contenus et de la diversité culturelle, qui est également fondamentale. Donc là, on aborde d'autres types de champs couverts par la régulation. Il y a aussi des conditions d'efficacité. Je crois que dans les conversations préliminaires que nous avons eues pour préparer cette table ronde, l'efficacité est un élément absolument clé. Donc on parle de réglementation, on parle de régulation, on parle d'autorégulation, de charte de bonne conduite, de conventionnement plus ou moins contraignant. Je crois que c'est important que dans le cadre de cette table ronde, on précise un peu quelles sont ces notions et comment elles peuvent s'appliquer. Et puis il y a la question de qui régule. Je crois que tous dans la salle, vous avez pris connaissance de l'intégralité du rapport Lescure, en tout cas peut-être au moins de sa synthèse. Le rapport Lescure est très explicite dans ce qu'il souhaite. Donc je crois que ça, c'est vraiment un débat ouvert. Une corégulation entre le CSA et l'ARCEP, avec des compétences communes, notamment pour des problématiques d'intérêt commun. Et si j'ai bien lu, je crois qu'il y a un point qui est aussi intéressant, c'est qu'on parle de plus en plus de régulation économique. Et je crois que ça, c'est un élément nouveau. Et puis, dernier élément dont on va parler, c'est le rôle des distributeurs. On ne peut pas évoquer la question de la régulation sans parler de l'Europe.
Madame la ministre en a parlé tout à l'heure, c'est quoi la marge de manœuvre aujourd'hui des autorités nationales pour réguler notamment des services qui ne sont pas implantés en France? Je vous rappelle que la règle qui s'applique, c'est celle du pays depuis lesquels les services sont émis et non diffusés ou reçus, ce qui pose évidemment un grand problème. Voilà pour cette table ronde. On a également, donc ça c'est la séquence frisson de la matinée, qui vous montre que finalement, quand on est en télévision connectée, aujourd'hui on a France Télévisions, TF1, les grands éditeurs, les chaînes de BFM, etc., et également les chaînes de l'INA en télévision connectée, il est bien évident que demain, on peut passer à un monde où ces contenus ne vont pas disparaître, mais pourraient être dispersés dans un ensemble de contenus que vous venez de voir apparaître à l'écran. Donc la question de la place des services de communication audiovisuelle est également fondamentale. Je suis heureux donc d'accueillir Olivier Schrammeck, qui, je pense, va nous éclairer sur les questions de la régulation. Merci beaucoup, Serge, pour cette introduction qui nous bénéficie à tous pour nos débats. Je voudrais saluer d'abord les représentants parlementaires qui peuvent être ici dès à présent et qui nous rejoindront durant la journée. Mes collègues présents ici, les présidents et présidentes d'organismes compétents dans ce secteur audiovisuel si essentiel, et vous tous, mesdames, messieurs. Je voudrais vous dire que d'abord que c'est avec un sentiment de responsabilité particulière que je prendrai la parole après la ministre de la Culture et de la Communication au début de ces assises, et plus particulièrement de cette table ronde, assises qui ont été voulues et organisées par la ministre dans l'esprit qu'elle vous a précisé. Je me réjouis qu'interviennent après moi 2 membres de notre collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Emmanuel Gabla, qui ne manquera pas d'évoquer, avec la compétence et l'expérience que vous lui connaissez, l'avenir de la bande des 700 MHz, Francine Mariani-Ducret, qui présentera des réflexions à mes yeux très pertinentes, sur les procédures, méthodes et modes de financement de la création audiovisuelle. En exergue de ce propos, je rappellerai avec force notre objectif commun, pour le coup, qui est de préserver et de promouvoir le rapprochement de l'ensemble de nos composantes pour le rayonnement culturel de la France dans le concert européen et international. Je l'ai dit personnellement aux commissaires européens compétents en tête-à-tête, je l'ai dit aussi publiquement, je tiens à le répéter à cette occasion, en matière d'exception culturelle, il ne faut pas laisser la porte entrebâillée. S'y glisserait sans retour la banalisation et l'uniformisation des biens culturels. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel salue la politique inflexible des pouvoirs publics qui vient d'être rappelée par la ministre. Il s'y associe pleinement. Il lance un appel en ce sens aux autres régulateurs de l'Union européenne. Aujourd'hui, plus que jamais, cet enjeu culturel est aussi un enjeu technologique, économique et financier. C'est un des apports fondamentaux de la mission présidée par Pierre Lescure que de le montrer. Et je tiens à saluer le talent et la compétence qu'il a déployés. J'adhère à son analyse, en particulier sur l'impérieuse nécessité de placer Internet au cœur de la régulation de l'audiovisuel et d'adapter la régulation de l'audiovisuel aux exigences d'Internet. Le thème de la table ronde que je vais rejoindre l'indique très clairement.
il ne s'agit pas de réguler Internet, mais de faire valoir dans la sphère culturelle les objectifs fondamentaux qui donnent à la liberté de communication audiovisuelle et à son jaillissement créatif à la fois des garanties, des repères et des buts. On pourrait soutenir, mais qui le ferait en réalité? Qu'il faudrait sacrifier pour des considérations tirées des modes de diffusion ou d'accès l'indépendance des médias, le pluralisme des courants d'expression socio-culturels, politiques et le respect de la dignité de la personne humaine? Or, pour faire valoir ces exigences de manière effective, nous devons entreprendre une rénovation résolue de la régulation de l'audiovisuel qui, tout en l'adaptant aux diversités, aux spécificités, abatte des cloisonnements qui sont périmés. Pour y parvenir, il me semble essentiel de faire d'abord retour à la notion fondatrice de régulation. J'ai rappelé d'emblée le rôle du législateur en saluant les parlementaires. Le pouvoir réglementaire a lui aussi une place qui ne saurait être contestée. Le CSA y apporte une contribution, conformément à la jurisprudence constitutionnelle. Mais la régulation, ce n'est pas la réglementation. Et nous devons privilégier la régulation, car c'est le sens premier de la mission qui nous a été confiée. Si la réglementation demeure un élément structurant de stabilité, ces procédures d'élaboration et de révision ne lui permettent pas d'entrer en résonance de façon continue et immédiate avec tous les besoins d'un secteur en mutation rapide. Un secteur où l'échange, le dialogue, la recherche d'accords doivent trouver en permanence leur place. C'est le rôle du régulateur, d'anticiper à la manière d'une vigie, d'accompagner, de conseiller, de faciliter, de s'assurer que les intérêts légitimes de tous soient écoutés, entendus, pris en compte. Ajouter à l'inverse de la norme à la norme, corseter et complexifier, c'est aller à l'encontre des intérêts de chacun, alors qu'il nous faut assouplir et simplifier. Réguler, c'est forger des clés de compréhension des exigences et des garanties fondamentales énoncées par le législateur. Réguler, c'est fournir en amont, notamment par des études d'impact et le débat auquel elles donnent lieu, un ensemble de références et d'orientations qui soient propres à assurer la sécurité juridique des opérateurs. Réguler, c'est assurer un équilibre évolutif dans un environnement complexe et interactif. C'est une démarche réactive et itérative. Les décisions s'inscrivent naturellement dans des formes conventionnelles et souples. Les évaluations et appréciations sont toujours susceptibles d'un réexamen lorsque les données changent significativement. Pour autant, il ne s'agit pas de négliger, en tant qu'ultime recours, la sanction des manquements a posteriori, mission que le législateur nous a aussi confiée. Mais c'est précisément pour mieux l'assurer que le Conseil a approuvé dans la future loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public, examinée ce matin par le Conseil des ministres, le renforcement des garanties procédurales existantes. C'est ainsi que le régulateur est appelé à jouer un rôle essentiel dans une mission globale de gouvernance publique. Dans cet esprit, nous avons déjà commencé à travailler, dans la concertation, à de nouvelles orientations, s'agissant de problèmes aussi divers et sensibles que la relation de faits de guerre ou de terrorisme par l'image, la publicité pour le cinéma à la télévision, l'exposition médiatique des mineurs, la promotion de l'image et du rôle des femmes, la difficile conciliation entre la protection des droits sportifs et les exigences de l'information, le développement de la promotion croisée entre médias.
C'est cette méthode de concertation sous l'égide du CSA qui est d'ailleurs préconisée par le rapport du président Plancade en vue de promouvoir la création audiovisuelle. J'en viens maintenant spécifiquement à ce qui concerne notre adaptation au nouvel environnement numérique qui fait l'objet de cette table ronde. Pour celle-ci, l'exigence est, me semble-t-il, encore plus grande. Il s'agit notamment d'obtenir l'association des acteurs de l'Internet aux objectifs fondamentaux de la régulation audiovisuelle, selon le primat de la libre adhésion et en prenant en compte des efforts qui seraient consentis par la recherche d'accords. Assurément, la révolution numérique, qui renouvelle nos capacités, nos pratiques, nos comportements et jusqu'à nos mentalités, concerne très directement la communication audiovisuelle. Le téléspectateur se fait internaute, l'internaute se fait téléspectateur. La multiplication de nos canaux d'accès se double d'une diversification des programmes et des pratiques. Les usages deviennent interactifs. Les opérateurs traditionnels de l'audiovisuel montrent le chemin en se muant eux-mêmes par le développement de leurs activités en acteurs de l'Internet. Les catégories législatives de l'édition, de la distribution, de l'hébergement se mêlent, voire se confondent. Création et production subissent les effets de la confusion des responsabilités qui en résultent. J'ai toujours souligné qu'Internet est une source prodigieuse de liberté. Les nouvelles formes de régulation dont nous ferons l'apprentissage en commun féconderont à leur tour la réflexion sur les méthodes que nous avons pratiquées jusqu'ici dans un environnement audiovisuel qui, hier encore, se vivait comme un ensemble autonome. C'est cet enrichissement mutuel qui effacera progressivement une asymétrie injustifiée en faisant sentir la nécessité d'une régulation globale, diversifiée, modulée, consciente des aspirations libertaires, comme des contraintes économiques et des immenses potentialités technologiques. Orientation, recommandation, autorégulation, bonnes pratiques et signalétiques, conventionnement procédant d'accords collectifs qui n'auraient plus vocation à être figés et cristallisés par le pouvoir réglementaire, ce sont là des instruments de souplesse dont nous devons faire valoir les atouts. En d'autres termes, il convient, dans mon esprit, d'éviter deux écueils, tout aussi néfastes l'un que l'autre. Le premier serait de vouloir plaquer à l'identique, comme l'a dit la ministre tout à l'heure, cédant à la tentation d'une sorte de copier-coller, une régulation conçue à l'origine dans un environnement où la télévision hertzienne linéaire était dominante. Le second écueil serait de laisser se développer une régulation à deux vitesses, réservant une approche purement incitative aux nouveaux médias. Voir les choses autrement serait se méprendre doublement. D'une part, sur la créativité et la réactivité des opérateurs audiovisuels déjà pleinement engagés dans l'ère numérique jusqu'au déploiement des offres bimédias. Et d'autre part, sur la maturité qu'est en train d'acquérir l'industrie numérique dite native, alors que ces jeunes entreprises s'emparent actuellement du savoir de leurs aînés en matière d'édition et de programmation. À travers ces premières considérations de méthode, vous comprenez qu'il n'y a pas, dans mon esprit, deux régulations. L'une traditionnelle, l'autre moderne. Les mêmes objectifs de promotion de la création et de la préservation de nos principes fondateurs, fixés par le législateur, doivent trouver des réponses adaptées à chacune des expressions de la liberté de communication. Tout cela contribuera à donner à cette liberté force et dynamisme au service de la création culturelle. Il est du devoir du régulateur d'y appliquer ses missions et ses méthodes, discutées
adaptée pour être, avec vous, durablement refondée. Alain Veil, vous êtes président fondateur du groupe Next Radio. On vous a qualifié de nouvel entrant au démarrage de la TNT parce qu'effectivement, des nouvelles chaînes arrivaient éditées par votre groupe. Vous avez ajouté à votre offre une dernière chaîne qui est RMC Découverte il y a peu de temps. Et quand on a discuté hier de cette table ronde, vous me disiez oui, la régulation d'accord, mais il ne faut pas oublier l'innovation. Donc comment vous voyez les deux cohabiter ? La convergence et l'innovation sont souhaitables et notre groupe souhaite évidemment profiter toutes ces prochaines années. Mais ce matin, moi, je voudrais aussi partager ma vision d'une TNT dynamique qui sait rester innovante à côté des autres modes de diffusion qui se développent en parallèle. Et ce matin, je suis content aussi de dire vive Google, vive Free et vive tous les acteurs de l'Internet avec nous. Mais il faut laisser sa chance aux nouvelles idées, aux nouveaux entrants, qu'ils soient dans la TNT ou ailleurs. Il faut avoir de l'ambition pour Internet, mais il faut aussi avoir de l'ambition pour l'hertzien, qui a permis aux Français de passer en quelques années de 5 chaînes gratuites à 25 chaînes gratuites et d'élargir considérablement l'offre. Rien ne serait pire qu'une TNT ringardisée, figée sur ses acquis, incapable de relever le formidable défi de la concurrence d'Internet, qui est un concurrent très stimulant. Or, à l'heure du développement de la consommation délinéarisée de la télévision, je veux vous dire que l'hertzien, c'est aussi le futur de la télévision, et particulièrement en France, dans le cadre de l'exception culturelle à laquelle on est logiquement attaché. Mais comme vous le savez, et je sais que ça sera l'objet d'une table ronde précise cet après-midi, mais comme je suis un acteur du hertzien, je veux aussi en parler, un débat est en cours sur l'utilisation des fréquences hertziennes dans la bande 700 MHz, aujourd'hui allouée à la TNT, et que certains voudraient revendre aux télécoms. Et dans le cadre du dialogue encouragé par Aurélie Filippetti tout à l'heure, je voudrais faire un constat et des propositions dans le cadre des évolutions législatives qui viendront dans les mois qui viennent. D'abord, le constat, c'est de dire que si l'hertzien est affaibli, c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le secteur de la télévision. Le développement de l'Internet mobile est bien sûr essentiel, y compris pour des chaînes de télévision, et notre groupe, avec BFM TV particulièrement, s'appuie énormément sur le développement d'Internet, de la mobilité, de la vidéo, où nos scores progressent très régulièrement. Mais en prenant la bande des 700 MHz à l'audiovisuel, on porterait un coup très grave au futur de la TNT et à ces 25 chaînes gratuites qui rassemblent chacune tous les jours des dizaines de millions de téléspectateurs. C'est tout le modèle des télévisions françaises qui serait remis en cause, et dans le contexte du développement parallèle d'Internet, c'est quelque chose d'important. Il y a 3 raisons à cela. La première raison, c'est le risque que la diffusion TNT soit technologiquement dépassée. Les discussions en cours pourrait empêcher les chaînes de la TNT de passer en haute définition, alors que c'est en train de devenir le standard de base sur les autres plateformes, sans parler de la migration suivante vers la très haute définition que nous suivons aussi de très près. La conséquence, c'est que la plateforme TNT sera moins attractive aux yeux des téléspectateurs, HD pour la DSL, le câble et le satellite, versus SD pour le hertzien, ce qui est évidemment quelque chose d'inacceptable pour les acteurs de la télévision hertzienne, en tout cas assurément pour certains d'entre eux. Deuxièmement, cette perte d'attractivité se fera au profit d'une distribution délinéarisée, beaucoup moins régulée que la TNT, la ministre y a fait allusion tout à l'heure. La télévision connectée et la diffusion via les tablettes et sur le web, évidemment, nous y sommes favorables, et encore une fois, nous avons énormément de projets dans le groupe dans ce sens. Mais si la diffusion TNT est délaissée, c'est toute l'économie des chaînes hertziennes qui sera touchée. C'est un affaiblissement du modèle vertueux de la TNT française qui se dessinerait. Ces modèles pourtant garantissent que les chaînes, en échange de l'attribution des fréquences, prennent des engagements très importants en matière de pluralisme politique, vous le savez, en matière de diversité, en matière de
respect de la parité ou encore de soutien à la production et notamment au cinéma français. Mais c'est aussi des programmes qui sont destinés aux sourds et aux malentendants qui se développent régulièrement sur toutes les chaînes de la TNT. Et croyez-vous que les chaînes qui seraient diffusées uniquement en TNT connecté auraient la même contribution? Évidemment, la réponse c'est non. Troisièmement, en allant trop vite vers une possible réallocation des fréquences, c'est le redéploiement des nouvelles chaînes de la TNT HD lancées en décembre qui pourrait être remis en cause. Les 2 multiplexes qui regroupent ces 6 nouvelles chaînes, R7 et R8, doivent poursuivre leur développement sur le territoire français et on se battra d'une façon très dynamique sur ce point parce que nous croyons, encore une fois, au développement de la TNT et la ralentir aujourd'hui, ce serait suicidaire pour l'hertzien et donc suicidaire pour l'ensemble des acteurs de la télévision hertzienne. Dans tous les cas, la réallocation des fréquences ne doit donc pas avoir lieu avant que l'audiovisuel ait eu la garantie d'un passage en HD, voire en Ultra HD, pour toutes les chaînes et éventuellement pour quelques nouveaux projets de complément aux chaînes existantes. Deuxième point pour conclure, les solutions pour pérenniser la TNT à la française. Il serait urgent, vous l'aurez... C'est plutôt l'objet de la deuxième table ronde, si je peux me permettre de vous interrompre. Donc on ne va pas faire le débat de la deuxième table ronde avant la première. Est-ce que, du point de vue de la régulation, puisque vous dites que la TNT est réglementée, comment vous envisagez le passage d'une régulation TNT à un passage de régulation qui concernerait les acteurs du web, dont vous faites également partie? Non, mais je pourrais vous parler de la pluie du beau temps. Mais ce matin, il y a des sujets qui sont vraiment importants. Et en tant qu'acteur hertzien, moi, ça me tient à cœur aujourd'hui de parler de la bande des 700 MHz. Alors, comment parler de régulation, effectivement, et je vais venir au sujet propre sur lequel vous souhaitiez m'interroger, entre l'Internet et la télévision hertzienne ou la régulation traditionnelle, nous on a quelques propositions à faire. La première, c'est de supprimer les secteurs interdits, c'est-à-dire les annonceurs qui n'ont pas le droit de faire de publicité à la télévision hertzienne, alors qu'ils peuvent faire de la publicité sur tous les sites Internet, et c'est très bien comme ça. Mais qu'aujourd'hui, sur les chaînes hertziennes, il y a encore des annonceurs qui n'aient pas le droit de faire de publicité, j'ai bien regardé, ce n'est qu'en France que ça existe. Et si aujourd'hui, le choc de simplification pouvait atteindre le secteur de l'audiovisuel, ça serait quelque chose de formidable. La deuxième chose qui est très importante, c'est la numérotation logique. Nous souhaitons que la numérotation logique se développe sur toutes les plateformes. C'est un vrai service pour tous les Français. C'est aussi une garantie pour les chaînes qui ont pris des engagements qui sont aujourd'hui très importants en matière de production, en matière de diversité, je l'ai dit tout à l'heure. Or, en fonction des plateformes, notre numérotation peut changer d'une façon considérable. Sur certaines plateformes, les chaînes d'information sont au-delà du numéro 100. Là aussi, ça n'existe nulle part ailleurs. Ce sont des chaînes qui emploient des centaines de salariés, 300 salariés pour BFM TV. Et c'est vrai, ne pas savoir où nous allons nous retrouver, où nous allons être exposés, alors que nous avons, comme les autres, un rôle important, alors que nous avons pris des engagements importants, c'est quelque chose qui ne nous paraît pas tout à fait logique. C'est pareil pour les chaînes qui ont pris des engagements en matière de production, dans la télévision, dans le cinéma, se retrouver à un numéro très éloigné, ce n'est pas logique. Et la troisième proposition, pour conclure, c'est de dire que la TNT hertzienne doit faire preuve d'initiative pour garder l'intérêt du public, sinon elle risque de se retrouver sur d'autres plateformes. Les chaînes de la télévision hertzienne vont se retrouver sur d'autres plateformes, noyées parmi de nombreuses chaînes, et ça c'est dangereux pour elles, que ce soit les plus grosses ou que ce soit les plus petites. Donc aller vers la télévision HD, c'est quelque chose d'important, mais envisager de créer de nouvelles chaînes encore, c'est possible à partir du moment où ce sont des chaînes des compléments, des chaînes qui ne vont pas venir ponctionner le marché publicitaire. Et aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que dans le cadre de la consultation que le CSA doit lancer prochainement, nous lui indiquerons que nous serons candidats, le cas échéant, pour une nouvelle chaîne, en l'occurrence BFM Business TV, notre chaîne économique, qui est aujourd'hui diffusée sur la TNT Île-de-France, sur le câble de satellite, et qu'on aimerait bien voire diffusée en national, sachant que cette chaîne ne ponctionnera pas le marché publicitaire, c'est une chaîne de complément. Mais en ce moment, de parler d'économie, c'est quelque chose d'important. Tous les grands pays ont leur chaîne économique, et nous ferons donc cette proposition. Je vous remercie. Merci.
Alors on va avoir le point de vue d'un autre diffuseur. Donc Anne Durupti, vous êtes directrice générale d'Arte France. Alors on sait que Arte échappe de par son statut, on va dire, à la régulation française, mais qu'en même temps la chaîne a énormément investi dans la création et dans la production, et que surtout par rapport au débat qui nous anime aujourd'hui, l'offre de télévision de rattrapage d'Arte a été lancée de façon précoce avec des succès qu'on connaît. Donc vous, comment vous abordez la question de la régulation eu égard à la nature d'Arte? Et quelles sont vos priorités en la matière? Merci. Alors, d'abord, je pense qu'on ne peut pas, et en tant que chaîne européenne, d'ailleurs en particulier, commencer ce débat sans rappeler que le plus important pour l'avenir de notre système de régulation, c'est d'en consolider les bases européennes. Je pense évidemment à l'exception culturelle et aux réponses qui seront apportées le 14 juin. L'enjeu, c'est bien évidemment que sans ambiguïté, soit exclu des négociations commerciales entre l'Europe et les États-Unis, les services audiovisuels traditionnels et aussi les services numériques. Voilà, sinon, ce débat n'aura plus lieu d'être d'ici quelques années. Mais il y a d'autres dossiers européens très importants sur la table en ce moment, en particulier la consultation qui a été ouverte et qui est ouverte jusqu'à la fin du mois d'août par la Commission européenne sur convergence et télévision connectée, qui pourrait être l'occasion d'une révision de la directive services médias audiovisuels. Et la Commission culture du Parlement européen, notamment, a adopté récemment une résolution qui encourage à ce que la directive SMA englobe mieux à l'avenir les acteurs du numérique. Donc là, il y a là une piste tout à fait intéressante. Enfin, je le mentionne juste parce qu'il est extrêmement bien traité dans le rapport Lescure, mais il est évident que le thème de l'équité fiscale, c'est aussi un thème fondamental. Donc remédier à cette asymétrie fiscale, comme le préconise le rapport Lescure, ça me paraît essentiel. Maintenant, la régulation des contenus à l'ère du numérique, je voudrais parler rapidement de trois pistes d'évolution, que sont la globalisation de la régulation, la simplification de la régulation et l'extension du champ de la régulation. La globalisation de la régulation, et là je pense aux acteurs traditionnels dont fait partie Arte, qui n'est pas directement soumis aux règles françaises, mais qui les reprend en bonne part et qui est en tout état de cause soumise à la directive européenne. Donc la globalisation, pour des acteurs historiques, c'est considérer leur activité autant comme acteurs éditeurs de services de télévision que comme acteurs sur le numérique. C'est très important que ces acteurs, qui sont ceux qui investissent le plus dans la création, qui sont ceux qui ont une marque forte, qui ont une audience établie, puissent se développer fortement sur le numérique et soient accompagnés en cela par la régulation, et que donc la régulation, c'est déjà un peu le cas d'ailleurs pour la télévision de rattrapage, prenne en compte globalement leur activité. De plus en plus, la partie télévision sera la vitrine d'une offre beaucoup plus globale, et il faut que la régulation prenne ça en compte. Ensuite, la simplification. Pour moi, simplification ne veut pas dire recul, mais plutôt recentrage sur l'essentiel. Et l'essentiel, il y a d'une part les grands principes déontologiques, c'est évident, et sinon l'essentiel, c'est l'investissement dans la création originale européenne et nationale. Il faut concentrer les obligations là-dessus, et je pense que pour le reste, on peut élaguer pas mal sans mettre en péril précisément cet essentiel. La simplification, pourquoi? C'est remédier, comme on le voit, on le lit ou on l'entend très souvent, à la complexité des règles pour les acteurs auxquels elles s'appliquent et qui se trouvent en position de concurrence difficile vis-à-vis des acteurs non régulés. C'est aussi simplifier le travail de celui qui, en bout de chaîne, si je puis dire, est chargé de contrôler tout ça, et qui aura de plus en plus à le faire au fil de l'évolution du texte. À chaque fois, on raffine, on en rajoute un peu, et on ne se pose pas la question de savoir si le CSA pourra continuer à contrôler tout ça. Je pense qu'il faudrait un peu y penser. Et la simplification, c'est un point qui, à mes yeux, est très important, c'est la simplification dans la méthode d'élaboration des textes. Il se trouve que mais c'est un hasard, je vais rejoindre les propos du président Schramek. Je pense que la dernière fois, quand on a fait évoluer les décrets dits TASCA, on a vraiment atteint le summum de la complexité
voire d'une certaine contradiction, enfin d'une véritable contradiction, en commençant par faire négocier des accords particuliers entre acteurs, pour ensuite, au prix de contorsions un peu difficiles, les reprendre dans des textes législatifs ou réglementaires. En outre, ce type de méthode de travail sur les textes prend énormément de temps, en tout cas plus de temps que l'évolution des marchés. Donc il va y avoir, je pense, une remise à plat et législative et réglementaire. Pour moi, la voie à suivre, c'est de s'en tenir aux principes et au cadre minimal dans la loi et dans les décrets, et ensuite de privilégier deux voies. Dans certains cas, on peut imaginer qu'il y ait des accords interprofessionnels conclus entre acteurs représentatifs d'un secteur d'activité et de les étendre par décret, mais la voie qui est la plus efficace et qui permet le mieux de conjuguer les intérêts spécifiques à un acteur et à un secteur et l'intérêt général, c'est la régulation via le CSA et via le conventionnement. Donc ça me paraît tout à fait essentiel. Voilà. Enfin, l'extension du domaine de la régulation, eh bien, c'est englober les acteurs du numérique spécifiquement dans la régulation. Pour cela, le plus pertinent me semble de partir de la voie tracée dans le rapport Lescure, qui dit qu'il faut aller au-delà des SMAD, qui sont déjà pris en compte dans la réglementation, pour traiter les services culturels du numérique sous l'égide du CSA, là aussi, et en essayant de mettre en place une logique de donnant-donnant. D'un côté, l'enjeu, c'est bien évidemment la création et l'identité culturelle. De l'autre côté, l'enjeu pour ces acteurs, c'est l'accès aux aides, l'accès aux consommateurs, voilà, et l'accès au public, comme le dit le rapport Lescure. Enfin, on ne peut pas parler d'adaptation de notre régulation au numérique sans parler du renforcement de l'audiovisuel public dans cet univers-là. L'audiovisuel public, plus on est dans un univers foisonnant et moins maîtrisé, plus il est important d'avoir un secteur audiovisuel public fort qui joue un rôle de repère social et culturel. Donc, audiovisuel public fort et adapté à l'heure du numérique, c'est bien évidemment adapter la redevance au numérique. Les Allemands, là je parle au nom d'Arte, les Allemands l'ont fait, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2013, les 215 € annuels de redevance que paye chaque foyer allemand, foyer au sens entité d'habitation, sont dus qu'ils détiennent ou pas un appareil de télévision, un smartphone, une tablette, un ordinateur, voilà, considérant que dans cet univers numérique, tout foyer a accès à l'audiovisuel public. Donc je souhaite que cet exemple vertueux puisse nous inspirer. Enfin, un mot aussi sur le rôle des distributeurs. Le rôle des distributeurs est une question à mes yeux absolument fondamentale et qu'il est urgent de traiter. D'ores et déjà, plus de la moitié, une part majoritaire en tout cas, des foyers français reçoivent les services de télévision par un tiers, que ce soit un opérateur satellitaire, câble, un fournisseur d'accès à Internet, qui sont considérés comme des distributeurs dans nos textes, et aussi par d'autres tiers qui ne sont pas pris en compte actuellement, comme certains sites Internet qui agrègent ou assemblent des services de télévision, comme les fabricants de postes de télévision, les sites de partage de vidéos. On voit bien qu'il y a des catégories qui sont plus ou moins faciles à traiter. Donc il y a deux évolutions qui me paraissent indispensables rapidement. D'une part, de redéfinir ce que c'est qu'un distributeur de services de télévision, parce que sinon, les chaînes se trouvent dans une situation de dépendance extrêmement dangereuse qui peut les amener à subir une amputation de leur offre ou de la qualité de leur service. Et deuxième évolution, c'est de redéfinir le champ même de l'obligation de distribuer. C'est-à-dire que ces distributeurs doivent appliquer les principes de base que sont contractés avec les sociétés d'auteurs, participer au financement de la création et avoir des obligations de distribution. Celles-ci actuellement ne sont pas définies. Or, il faudrait qu'elles portent sur la totalité des composantes du signal. Toutes les pistes sont. Il faudrait avoir tous les
sous-titres évidemment, avoir, comme l'a dit Alain Veil, une garantie de numérotation logique, c'est extrêmement important, et aussi que soit repris le signal HbbTV, qui est celui par lequel les chaînes maîtrisent leur télévision connectée, alors que pour le moment les opérateurs filtrent ce signal au bénéfice de leurs propres offres connectées, et enfin que la télévision de rattrapage au minimum soit incluse dans l'obligation de reprise. Et il va sans dire que pour les chaînes publiques, en tout cas, le transport et la mise à disposition doivent être gratuites. Merci. Voilà. Alors, on reviendra sur les questions entre guillemets, d'obligation de reprise, de numérotation logique. On aura le point de vue aussi des opérateurs à la fin de la table ronde. On a parlé des diffuseurs. Je pense que c'est intéressant aussi de parler des producteurs. Donc, Marc de Pontavis, vous êtes producteur. Vous êtes président du syndicat des producteurs français d'animation et qui présente la caractéristique d'être fortement exportateur, d'être très présent sur le web. Et vous m'avez parlé d'un concept qui m'a beaucoup intéressé quand on a discuté, c'est ce concept de régulation offensive. Qu'est-ce que vous pourriez préciser ce propos ? Pour introduire ce concept de régulation offensive, il faut d'abord poser un certain nombre de diagnostics. Commencer par établir d'où vient un peu cette spirale négative de décroissance dont le secteur audiovisuel souffre depuis 5 à 7 ans, dont la crise n'est responsable que pour une toute petite partie. Je suis assez frappé de voir à quel point dans les débats depuis quelques jours, il y a une espèce de crispation des acteurs de l'offre, comme si la problématique de l'offre des programmes était la seule responsable de cette spirale de décroissance. Donc avant de parler de cette problématique de l'offre des programmes et de leur régulation à l'heure d'Internet, il faut dire aussi 2 mots sur les ressources. Je ne vais pas balayer des choses qui sont déjà dites, notamment mais rappeler quand même dans la problématique des ressources en France, la gravité certaine liée à la faiblesse de la redevance. La ministre ce matin a rappelé la nécessité de l'indépendance du CSA et la nécessité de l'indépendance de France Télévisions. Mais l'indépendance de France Télévisions, elle ne peut pas être dirigée uniquement par le mode de désignation de son président. Elle doit d'abord être garantie par l'indépendance et son autonomie budgétaire. L'industrie ne peut pas passer chaque année pendu à des débats entre la tutelle et France Télévisions, c'est un élément important. Deuxième important, évidemment, dont vous parlerez beaucoup cet après-midi, qui sont les contraintes qui pèsent sur le marché publicitaire, qui effectivement sont un facteur qui crispe la croissance des ressources. Ça, ce sont des problèmes anciens qui ne sont pas résolus. Les problèmes plus récents aujourd'hui en matière de ressources, et ceux-là vont à un rythme de cavalcade, c'est celui de la concurrence avec les OTT ou les opérateurs internationaux et la problématique grave de l'iniquité fiscale et réglementaire qui pèse sur eux et leur permet de capter à leur seul profit des ressources publicitaires au détriment des acteurs qui financent la création. Ça, c'est la problématique un peu déjà débattue. Il y a un problème dont moi je voudrais parler qui n'est pas suffisamment, à mon avis, c'est la façon dont les opérateurs français, en particulier diffuseurs traditionnels, se sont emparés du web. Grosso modo, tout le monde s'est précipité sur un modèle quasi unique qui est le modèle gratuit. La télévision de rattrapage est un énorme succès en France. Elle a un immense inconvénient, c'est qu'elle a totalement contraint, empêché l'émergence de modèles payants. On est dans un rapport en France qui est quasiment un record entre actes payants et actes gratuits qui est de 1 pour 80. C'est colossal. Et c'est une erreur majeure dans le développement des ressources de notre marché, parce qu'en matière de consommation et d'accès à la demande, la loi qui devrait présider la croissance des ressources là-dessus, c'est la conséquence de l'acte à la demande, c'est-à-dire la monétisation de cet acte. Et l'acte publicitaire ne peut pas épuiser les capacités et les ressources sur ce domaine-là. Le seul acteur aujourd'hui important en matière de monétisation des programmes en matière de délinéarisation,
c'est qui est le premier acteur aujourd'hui, c'est Canal+ à travers son service Infinity. Mais Canal+ est évidemment dans un rapport un peu schizophrénique, puisqu'il n'a pas un intérêt non plus à pousser trop ce service pour ne pas travailler au détriment de son propre modèle traditionnel linéaire. Bref, tout concourt aujourd'hui en France à freiner l'émergence des modèles payants. Et il faut quand même rappeler aujourd'hui en matière de SVOD, qui partout dans le monde et dans les pays anglo-saxons en particulier sont les premiers contributeurs à l'augmentation des ressources audiovisuelles aujourd'hui, sont les services de la SVOD. Les services de la SVOD, je crois qu'en France on doit être à moins de 500 000 abonnés contre 3 millions sur l'Angleterre. C'est un manque à gagner considérable pour l'ensemble de notre industrie. Et évidemment, si on continue comme ça, on est à la merci de l'arrivée des opérateurs internationaux qui bientôt seront capables de proposer tous leurs programmes principalement étrangers au marché français. Bon, ça c'est la problématique des ressources qui appelle une réflexion en tout cas sur cette régulation-là. Du côté de l'offre, je pense qu'il faut... on est en train de s'accuser les uns les autres, producteurs et diffuseurs de tous les maux, sur un certain nombre de choses. Moi, je voudrais rappeler qu'Internet, c'est une opportunité extraordinaire pour les producteurs comme pour les diffuseurs. C'est un instrument de conquête d'audience nouvelle, dont non seulement on a besoin, mais qui peuvent énormément profiter à notre industrie. Aujourd'hui, on est à l'aube d'un mode de diffusion et d'accès au programme qui devient global, qui permet non seulement de conquérir des audiences domestiques nouvelles, notamment le rajeunissement des audiences, qui est la problématique principale aujourd'hui des diffuseurs traditionnels, mais aussi d'aller concourir des audiences internationales en nous affranchissant des contraintes de distribution, de diffusion telles qu'on les connaît traditionnellement quand on veut exporter un programme. C'est le moyen pour l'industrie française d'aller toucher directement le consommateur final partout dans le monde. Mais pour ça, évidemment, il faut que nous soyons capables de produire, concevoir et financer les programmes qui peuvent aller dans ce sens-là. Donc à l'heure d'Internet, la régulation doit intégrer cette dimension globale. Elle doit flécher les obligations d'investissement dans le sens d'un marché moins domestique. Je voudrais ici dire 2 mots sur l'exemple, et la raison pour laquelle je suis probablement ici aujourd'hui, qui est les conditions du succès de l'animation française, qui est un cas d'école qu'il est intéressant de méditer. Beaucoup pensent que son succès vient de son public d'enfants, dont les frontières culturelles, évidemment, sont moins cloisonnées que les adultes. Pourtant, il y a 20 ans, les producteurs d'animation français étaient de très piètres exportateurs. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? C'est tout simple, les producteurs se sont faits entrepreneurs. Le niveau général de l'animation mondiale s'est considérablement élevé au début des années 90. Pour faire face à cette concurrence, les producteurs français n'ont pas eu d'autre choix que d'aller chercher des financements internationaux. Nos programmes sont donc devenus internationaux. En nous frottant à cette concurrence, nous sommes devenus meilleurs, nous sommes devenus distributeurs. Et c'est donc évidemment sans aucun complexe et avec beaucoup de facilité que nous nous apprêtons aujourd'hui, et nous le faisons déjà, à faire face à cette mutation numérique et faire face à ces nouveaux marchés. C'est très important de comprendre. Il faut qu'on avance un peu parce que sinon on ne va vraiment pas pouvoir aller au bout de la table ronde. Voilà. Non, je voudrais juste dire en tout cas que cette mue, elle s'est accomplie non pas pour les diffuseurs ou contre les diffuseurs, elle s'est accomplie avec leur soutien. Pourquoi? Parce qu'en matière d'animation, les diffuseurs français ont compris qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que d'aller vers l'innovation. Et ils ont toujours compris, ces diffuseurs en matière d'animation en France, et France Télévisions la première, que la condition de l'innovation, elle tient dans la production indépendante elle-même. Donc cette compétitivité des programmes, elle est essentielle. On ne peut pas penser 2 minutes que réduire la réglementation au détriment de la production indépendante va tout d'un coup favoriser l'émergence d'une offre de programmes compétitive. Le débat sur le contrôle de la coproduction et des parts de coproduction reviendrait pour les diffuseurs à leur permettre de s'accaparer
l'exclusivité de la circulation des œuvres, et en particulier la circulation non linéaire. C'est l'enjeu principal à Internet aujourd'hui, c'est de favoriser la circulation des œuvres sans qu'elles soient empêchées et sans dresser des murs autour des diffuseurs. Et je terminerai juste en disant que, à mon avis, donc, il y a 3 éléments qui ont besoin d'être régulés, indépendamment de la problématique des ressources dont j'ai parlé tout à l'heure, l'équité fiscale et réglementaire. Il faut donc flécher une partie des investissements des diffuseurs et du COCIP. Le COCIP a un rôle important à jouer en faveur des œuvres qui présentent des caractères de compétitivité sur le marché international et sur les marchés numériques. L'enjeu de la réglementation de l'offre, elle va dans ce sens-là. Et l'autre, c'est de trouver des moyens ensemble autour du table pour favoriser la monétisation des usages d'Internet, la croissance des modèles par abonnement. Merci. Merci. Nicolas Copperman, vous êtes président de Endemol France et vice-président du SPEC. Donc le SPEC, ce n'est pas une organisation secrète tirée de James Bond, aussi, je le rappelle. Oui. C'est le syndicat des producteurs d'émissions de flux. On sait que le flux est une composante importante de la consommation des programmes. Oui, près de la moitié, en fait, des programmes. Pour faire la transition avec l'intervention précédente, c'est vrai qu'on commence finalement là, à glisser vers une notion de régulation économique. Et je pense que c'est un point qu'on a abordé ensemble au téléphone, mais je crois que ce serait intéressant que vous donniez votre point de vue par rapport à ça, notamment, dans la limite des 5 minutes qui vous sont Dans la limite des 2 minutes qui doivent me rester, oui. Oui, ce qui est caractéristique, et je pense, pour rebondir sur ce que disait Marc, la raison pour laquelle je pense être là, c'est vrai que les producteurs de flux sont probablement en pointe par rapport à l'ensemble du marché, dans le dialogue avec les chaînes sur à la fois la déclinaison numérique de nos programmes, puisque aujourd'hui tous nos programmes, dès la conception, même en amont de leur lancement, ont une vie numérique très forte, que ce soit sous forme audiovisuelle, vraiment avec des contenus audiovisuels ou avec toute l'activité dite de social télé. Et donc on est, je dirais, les premiers au front, à la fois pour savoir comment, avec nos contributeurs traditionnels, on va s'adapter à ce marché, et aussi comment, avec les nouveaux acteurs, puisqu'on fait partie des sociétés qui ont développé des relations avec des nouveaux acteurs, comment on peut trouver un modèle, s'il existe, ou s'il va exister, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il n'existe pas encore, pour développer une nouvelle offre. La problématique, pour prendre un peu de hauteur par rapport aux débats qui vont avoir lieu toute la journée, et comme le disait Marc, à l'espèce de phare d'empoigne sur la répartition de ressources qui vont en s'amenuisant entre les acteurs traditionnels, aujourd'hui, la problématique telle qu'on la voit, elle est vraiment de s'assurer d'une pérennisation de la ressource, et surtout, encore en amont de ça, de savoir ce qu'on veut proposer aux téléspectateurs. Ça peut sembler un peu bizarre pour un producteur de flux, mais comme l'ensemble de la profession, notre problématique, elle est: est-ce qu'on veut que les spectateurs, les consommateurs sur tout support, soient plutôt face à une proposition forte de programmes originaires de France et qui portent notre modèle culturel, ou est-ce qu'on est prêt à baisser la garde et faire en sorte que globalement le modèle dominant soit des programmes qui ont été produits ailleurs? On est dans une industrie du préfinancement, et aujourd'hui tout le débat, toute la question est de savoir comment on maintient, avec les acteurs traditionnels et avec les nouveaux acteurs, cette capacité de préfinancer des programmes qui viennent de notre territoire et de notre créativité, quel que soit le genre de programme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate des écarts extrêmement importants de régulation, on en a déjà pas mal parlé, qui tiennent à la fois à des problèmes de territorialité. Je ne vais pas y revenir, mais je vais quand même y revenir. Ça fait maintenant une bonne dizaine de rapports qu'on nous explique qu'il faut qu'on arrive à avoir une vraie action dynamique sur l'homogénéisation de la fiscalité, même si ça ne touche pas directement l'industrie des programmes et le préfinancement des programmes. On ne peut pas aujourd'hui avoir des acteurs qui représentent un poids de plus en plus important et qui drainent une part de plus importante de notre sous-jacent, de la ressource publicitaire qui échappe à notre écosystème. Donc il me semble qu'il y a une urgence forte. Aujourd'hui, on parle de 2015, voire de 2019 pour une homogénéisation, c'est trop tard. Et d'autre part, il y a des écarts de réglementation extrêmement importants. Je donnerai un exemple sur la publicité clandestine. Selon qu'on travaille avec ce qui aujourd'hui s'appelle des SMAD, qui touchent y compris des services numériques, ou avec des acteurs dont on considère qu'ils ne sont pas éditeurs de services, et c'est vrai que cette frontière-là devient de plus en plus floue,
Une fois encore, la loi est claire, le droit a été dit. Quand on travaille ou qu'on consomme un certain nombre de services, dont on en parlera, des services comme YouTube ou Google, cette position, cette posture de fournisseur de, je ne sais même plus le terme qui est le terme adapté, mais qui en gros n'est pas d'éditeur de services. D'hébergeur, voilà, j'ai un peu de mal à m'y faire. Le fait que ces services ne soient qu'hébergeurs, non seulement de notre point de vue ne correspond pas à la réalité de ce qu'on vit et même de la manière dont on aimerait et probablement dont ils aimeraient pouvoir travailler pour proposer une offre de plus en plus riche, mais crée une distorsion extrêmement forte de concurrence avec ceux qui restent nos partenaires privilégiés, qui sont les opérateurs traditionnels. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes que producteurs et pas régulateurs, mais l'homogénéisation de cette régulation, non pas nécessairement dans un sens de on supprime tout, parce que supprimer tout et ouvrir les portes, ça reviendrait une fois encore à baisser les bras sur le modèle culturel qu'on veut proposer à nos spectateurs, mais de faire en sorte qu'une certaine forme d'hypocrisie cesse et qu'on mette l'ensemble des contributeurs et des acteurs qui sont capables de proposer du contenu audiovisuel et les contenus enrichis autour de ça sur un pied d'égalité nous semble indispensable pour qu'on puisse tous continuer à travailler ensemble. Et une fois encore, le vrai débat, me semble-t-il, est plus là que de se battre entre acteurs traditionnels sur la répartition d'une ressource en voie de raréfaction. Et donc pour être complet, vous souhaiteriez, enfin en tout cas vous ne seriez pas forcément opposé au fait que le CSA intervienne en cas de différend ou pour établir des règles de bonne pratique? Il est probable qu'on ait besoin d'un arbitre dans un certain nombre de cas. On en a déjà besoin et même c'est pas forcément toujours son rôle entre acteurs traditionnels. Et on en a déjà discuté et ensemble et avec certains membres du CSA. Il faut juste être conscient du fait que très vite, quand on parle d'arbitrage et de régulation sur ces territoires-là, on rentre dans une technicité extrêmement poussée et une complexité qui fait que des choses qui semblent aller dans un bon sens général se révèlent, ou en tout cas sont explicitées comme étant infaisables pour des raisons techniques où il y a toujours des arbitrages extrêmement forts. Et donc ce rôle de régulateur, quel que soit l'organisme qui s'en emparerait, appellerait nécessairement probablement un renforcement d'un certain nombre de compétences, ou en tout cas d'expertise mises à disposition. Alors la transition est toute trouvée avec l'intervention de Marc Tessier, qui est président du syndicat des éditeurs de services de vidéo à la demande, qui a été l'auteur d'un rapport sur la télévision connectée et qui est également président du syndicat des télévisions locales. Non, c'est une erreur. Ah, c'est une erreur. Je suis membre du bureau, mais Bon. Et à ce titre attaché, comme l'a dit Alain Veil, à la numérotation, à l'évolution de la publicité, mais je n'y reviendrai pas. Alors, donc vous intervenez plutôt comme président du syndicat des éditeurs de services de vidéo. Absolument, oui. Voilà. Donc comment vous réagissez à ces propos de simplification, d'extension, pour reprendre le terme d'Anne Durupti, d'applicabilité aussi de la régulation? C'est un sujet qu'on a évoqué. Moi, je voudrais d'abord saluer l'intervention du président du CSA. Je dois dire que je souscris à l'intégralité de ses propos, tout en soulignant, mais là, lui est plus expert que moi en la matière, qu'il va falloir une véritable révolution des mentalités pour y parvenir. Je rappelle en général, et Anne Durupti y a fait un peu allusion, notre folie régulatrice au sens réglementaire par décret et arrêté, alors même qu'il y a des accords interprofessionnels et qu'on pourrait s'en contenter, elle n'est pas née de rien. Elle est née d'une tradition que fortement ancrée, y compris chez les syndicats professionnels, je m'empresse de le dire, et pas simplement dans les administrations. Alors, je n'avais pas osé le dire, mais je pense qu'au niveau même du Conseil d'État et peut-être même du Parlement, peut-être, il y a aussi des tendances dans ce sens. Mais pour autant, je voudrais prendre quelques exemples pour illustrer les orientations qui ont été données par le président du CSA et en montrer les conséquences. La première, c'est qu'on le voit tout de suite, les grands groupes audiovisuels ont besoin de se diversifier, ne serait-ce que pour équilibrer les évolutions de leurs différents marchés. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de régulation? Est-ce qu'on peut continuer à avoir pour ces groupes une réglementation A pour telle de leurs activités, B pour la deuxième de leur activité, C pour la troisième de leur activité? Probablement oui, mais il y a un gros travail d'homogénéisation à faire,
de neutralité à faire. Il faut impérativement, et pas simplement d'ailleurs pour la réglementation, mais aussi pour la fiscalité, arriver à neutraliser les effets, de manière à ce que la gestion de ces groupes et les obligations auxquelles je crois qu'il faut qu'ils continuent à souscrire puissent être équitablement établies. Alors, il y a une deuxième conséquence, et là je parle en tant que président du syndicat des éditeurs petits, si j'ose dire, c'est que qui dit grand groupe, et c'est indispensable, je pense qu'on ne voit pas assez bien la dimension internationale de la bataille qui s'ouvre, en particulier l'arrivée de groupes dans la SVOD ou ailleurs. Je pense qu'il est fondamental qu'on puisse laisser le potentiel de création, d'émergence de nouveaux services originaux, peut-être de petite taille, comme Vidéo Futur ou d'autres d'ailleurs. Là, je parle pour mon sein. Et je pense que là aussi, on a une tendance à dire « Ah, il faut surréglementer avant même que ces services n'existent ». Je prends un exemple. On discute de savoir s'il faut leur appliquer les obligations à un seuil de 10 millions, 15 millions, 5 millions. C'est ridicule. 10 millions égale 2 millions pour la production française. Le plus important, c'est qu'ils existent. Et d'ailleurs, le Conseil, dans l'avis qu'il avait donné au fameux décret SMAD, l'avait dit à toutes ses pages, en disant il faut des obligations progressives, il faut attendre, il faut me permettre d'y aller. Et on a complètement omis de le faire, alors même que le problème essentiel pour eux, et je tiens à le dire, c'est l'accès au marché. Beaucoup de ces petits éditeurs n'ont pas accès au marché. Il y a des propositions qui ont été faites par la mission Lescure. C'est tout à fait fondamental. Le deuxième élément a trait à l'arrivée de ces nouveaux acteurs dans la structuration du marché. Alors, on entend dire de temps en temps qu'il faut les soumettre à des obligations. Bon, je ne suis pas contre, bien sûr, mais je pense que ça va être très difficile. Ou leur demander des engagements volontaires. Alors, ils sont là, Alexandra pourra en parler. Les engagements volontaires d'opérateurs internationaux, je ne suis pas sûr qu'il faille faire fonder l'exception culturelle sur les engagements volontaires des opérateurs internationaux. Je pense qu'il faut revoir, et y compris au niveau européen, les dispositions de notre réglementation de la concurrence pour lutter contre les conséquences de l'arrivée de ces acteurs lorsqu'ils imposent formatage et autres modes de fonctionnement qui sont dans la nature même de leur service et qui sont une remise en cause fondamentale de la diversité culturelle. Le troisième sujet, c'est une des propositions du rapport Lescure, qui est de multiplier les codes d'usage. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Les codes d'usage supposent que les acteurs économiques qui signent ces codes d'usage maîtrisent leur propre marché. On ne peut pas imaginer un code d'usage négocié entre minoritaires et qui ne serait pas applicable aux majoritaires. Et autant je suis moi-même, et ceci vaut aussi bien pour la chronologie des médias que pour toute autre disposition. Donc je pense fondamental que dans ces domaines-là, nous, professionnels, nous ayons une approche là aussi européenne. Et il faut renverser le rapport de force, et renverser le rapport de force suppose que nous soyons capables, par exemple dans l'affaire de l'ultraviolet, les règles du jeu pour la VOD par acquisition, d'imposer également le poids des opérateurs européens dans la définition de ce que seront les modalités d'usage de la vidéo par acquisition. Enfin, je voudrais dire un point qui me paraît très important sur le problème du conventionnement. Le conventionnement peut avoir des effets dans tous les sens, positifs comme négatifs. On ne pourra pas conventionner l'ensemble des services du web. Ça me paraît difficile. Ils vont naître sans arrêt. Je vais prendre un exemple de ma société, Vidéo Futur. Nous sommes partis de la vidéo, du DVD. Maintenant, nous offrons des services DVD, VOD, tout ça pour le même tarif. Ensuite, VOD et VOD par abonnement, toujours dans le même tarif. Puis maintenant, des prestations techniques cloud, toujours dans le même tarif. Ça va être compliqué de réguler. Et je pense que chaque fois que nous évoluerons, je nous vois mal aller demander une adaptation de notre convention avec le CSA ou ailleurs. Donc on voit bien que la méthode du conventionnement est une méthode qui peut s'appliquer à des grands acteurs dans des situations justement d'arbitrage, et elle est de ce point de vue-là extrêmement efficace, ou alors bien entendu toujours dans l'univers hertzien, mais je ne pense pas que ce soit la panacée du système réglementaire. Pour terminer, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que le président du CSA a souligné l'importance de toutes les questions qui ont trait à la déontologie, protection des données personnelles, démocratie, etc. On parle beaucoup des rapports producteurs-diffuseurs, et j'y suis moi-même très sensible, mais c'est quand même le cœur aussi d'une bonne partie de la régulation. Et c'est très important
que les organismes français de régulation s'intègrent dans un ensemble international comme ils le font déjà pour arriver à trouver des solutions efficaces au plan international, c'est vital pour nos démocraties. Le deuxième élément, et je terminerai sur l'Europe. L'Europe, une des raisons pour lesquelles nous avons cette position sur l'exception culturelle dans les négociations de l'accord de libre-échange, c'est tout simplement qu'on n'a pas confiance dans le négociateur européen. On n'a tout simplement pas confiance, ça fait des années que ça dure. Et pourtant, la plupart des solutions qu'on peut imaginer ne peuvent se concevoir que dans le cadre européen, aussi bien les codes d'usage que les évolutions des règles de la concurrence ou même des règles d'arbitrage en cas de différend. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit résolument combatif, on l'a déjà été, mais qu'on essaye avec d'autres professionnels européens de dégager des solutions qui ensuite seront mises en œuvre par les autorités locales de régulation. Merci. Merci. Maxime Lombardini, vous êtes directeur général du groupe Iliad, donc pas besoin de rappeler que vous êtes présent dans la téléphonie mobile, mais aussi dans l'IPTV. Vous distribuez des contenus et des services audiovisuels. On a parlé tout à l'heure, et c'est présent dans le rapport Lescure, et ça a été souligné par certains intervenants, d'obligation, de reprise, de numérisation logique, etc. Comment vous vous situez par rapport à ça, et notamment par rapport à votre client final, qui est quand même l'utilisateur? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vais faire un peu comme Alain, je veux dire ce que j'ai envie de dire avant de répondre à ta question, et après j'y réponds. Merci, c'est gentil. J'apprécie ce geste. Et pour m'attirer la sympathie de la salle, je voudrais d'abord dire que les télécoms ont un ardent besoin des fréquences 700. Pour des raisons qui sont aisément compréhensibles. Je vois pas mal d'entre vous qui sont sur leur smartphone. La consommation des smartphones, elle est croissante extrêmement rapidement. Et je pense que c'est un enjeu au moins aussi important d'avoir des smartphones avec du débit dans la durée pour un pays moderne que d'avoir de la très haute définition sur l'ensemble des chaînes. Élément complémentaire pour ne pas être négatif, il y a un plan ambitieux du gouvernement qui en plus est assez largement financé, notamment par une récente taxe sur les fréquences que nous allons payer pour financer le très haut débit sur l'ensemble du territoire. Donc, ça ne veut pas dire que la diffusion des chaînes est arrêtée à un horizon prévisible. Pour venir à la question avec des éléments peut-être très concrets et j'espère un peu positifs, en France, on est, on ne le sait pas forcément, mais leader mondiaux de l'IPTV. C'est-à-dire qu'il y a très peu de pays dans le monde où les foyers regardent la télévision avec un signal qu'ils reçoivent par leur box et des interfaces simples et utiles. Deuxième élément, on a une IPTV qui est très peu chère. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte puisque les foyers français reçoivent finalement facilement 200 chaînes pour 35 € par mois et ont accès après à des services premium s'ils le souhaitent. Le succès de Netflix aux États-Unis et l'insuccès relatif de la SVOD en France, c'est lié à un élément essentiel, c'est que le câble aux États-Unis, c'est 120 $ par mois. Et à 120 $ par mois, vous n'avez même pas de premium. Donc dans ce cadre-là, c'est normal qu'une offre par Internet ait du succès. Quand on a, comme en France, 200 chaînes pour 35 €, il y a un peu moins d'attractivité des services de type Netflix, même s'il ne faut pas sous-estimer la menace. Autre élément qu'on constate, c'est que les Français consomment de plus en plus en délinéarisé, que ce soit de la VOD, de la SVOD, de la télévision de rattrapage, et que c'est une tendance qui va très vite. La télévision de rattrapage, c'est frappant. Enfin, on a 50 services. Généralement, il fallait du temps pour que les consommateurs les adoptent. Là, ça va à toute vitesse. Partant de là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus et qu'est-ce qu'on veut éviter pour répondre finalement à ta question? Ce qu'on peut faire de plus, d'abord, c'est avoir une offre digne de ce nom. Aujourd'hui, on parle souvent de la chronologie des médias, de l'améliorer, de la faire bouger, etc. Mais la réalité, c'est que les films français qui ont du succès en salle, aujourd'hui, ne sont pas tous disponibles 4 mois après leur sortie. Ce serait la première chose à faire, parce que se battre sur la chronologie, c'est bien, mais si les droits ne sont pas effectivement disponibles, ça ne fait pas des offres. Et aujourd'hui, les offres sont trop pauvres. Deuxième chose, les services de SVOD, Marc en a parlé, et plusieurs intervenants avant. Le cadre aujourd'hui est tellement contraignant, de la chronologie aux obligations d'exposition, le décret SMAD et le reste, que c'est quasi infaisable et que les détenteurs de droits français ne sont de toute façon pas très allants pour vendre aux services de SVOD.
pour toutes les raisons qu'on connaît. C'est que le marché est structuré avec des chaînes qui financent et que le peu d'apport à court terme de la SVOD n'est pas un enjeu suffisant pour prendre le risque d'ouvrir un nouveau marché. Donc le premier point, c'est d'avoir une chronologie qui soit suivie par une disponibilité réelle des droits dans la chronologie, éventuellement de la faire évoluer, et là-dessus, le rapport Lescure et d'autres ont fait pas mal de propositions qui vont dans le bon sens. La deuxième chose, et là aussi le rapport Lescure en parle, ce sont les séries américaines. Elles ne sont pas soumises à la chronologie, mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'elles sont très rarement disponibles en France dans les jours qui suivent leur sortie aux États-Unis. Donc ça mène directement vers le piratage ou vers des achats sur des plateformes du type iTunes. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour notre économie et qui pousse finalement nos consommateurs à aller chercher les choses là où elles sont. Donc, premier point essentiel, j'enfonce une porte ouverte, c'est renforcer l'offre et on peut faire beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est plus facile de le dire que de le faire. 500 ou 600 pages de rapport ne sont pas arrivées au bout. C'est faire entrer les grands acteurs américains dans le jeu. Vous connaissez la liste. La première régie publicitaire cette année sera en France, je pense, Google, ou co-leader avec TF1. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'obligations de financement associées. Sur la fiscalité, le sujet est sur toutes les langues et chacun connaît le problème. Sur le poids de ces opérateurs sur nos réseaux de télécom, c'est un sujet qui est moins public, mais la neutralité du net est quand même une ombrelle un peu trop confortable pour ces acteurs américains qui s'installent chez nous sans contribuer à rien. Donc ça, c'est un sujet majeur, européen, et sur lequel, malheureusement, je pense que seul, on ne pourra pas faire grand-chose, et sur lequel je suis très dubitatif sur les engagements volontaires. Donc ça me paraît être le cœur du sujet sur les actions positives qu'on peut avoir. Sur ce qu'on veut éviter, nous, opérateurs télécoms, en gros, c'est, si je caricature un petit peu, tout ce qui vise à faire d'Internet une sorte de jardin à la française. C'est-à-dire les obligations de reprise, les obligations de numérotation, les obligations de ceci, de cela. On le voit de plus en plus entre les lignes et ça nous inquiète un peu. Les garanties d'accès, la réalité aujourd'hui, je crois, c'est qu'il y a très peu de services qui apportent réellement quelque chose aux consommateurs, c'est-à-dire avec des programmes originaux qui ne soient pas repris. Notre métier, c'est de distribuer pour nos abonnés le maximum de choses. On est éditeur de rien, donc on n'est pas en situation d'être en concurrence avec nous-mêmes. Et je ne connais pas beaucoup d'éditeurs qui aient un programme original, c'est-à-dire des services de vidéo à la demande qui multiplient les mêmes films américains. Ça, on peut en trouver. C'est facile à faire. On ne souhaite pas avoir des obligations de reprise de ces services, puisque notre objectif, c'est que les services soient simples pour le consommateur. Si le consommateur a 50 services de VOD comme porte d'entrée, il ira juste sur la télévision de rattrapage gratuite et il n'achètera rien. Il faut qu'on ait des offres simples. On a également un petit souci sur les obligations de reprise des chaînes locales, non pas dans le principe, mais la loi telle qu'elle est faite aujourd'hui nous oblige même à payer la collecte, c'est-à-dire d'aller chercher à nos frais les chaînes là où elles sont, c'est-à-dire souvent au fin fond du territoire. C'est une obligation qui nous paraît aller un peu loin. Quand je vois qu'il y a des idées pour étendre encore cette obligation de reprise, il faudrait au moins que ce soit à coût zéro en termes de collecte. Je pense que là, on va sinon trop loin. Et puis naturellement, mais là je crois qu'il y a des... Plutôt aujourd'hui, ça durera ce que ça durera, mais un consensus sur le fait qu'il ne faut pas alourdir la fiscalité sur les télécoms. Donc je ne développerai pas. Donc pour résumer, je pense que les opérateurs télécoms, vis-à-vis de l'audiovisuel et de la création, se comportent en France correctement. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont citoyens, c'est parce que c'est leur intérêt d'offrir le maximum d'offres aux abonnés, à leurs abonnés. Et je crois que les deux vrais gros combats, c'est renforcer l'offre, parce qu'on se réunit, mais de rapport en rapport, il n'y a toujours pas tous les films français disponibles 4 mois après la sortie en salle. Il y a toujours un décret SMAD qui est absurde et ainsi de suite. Et la deuxième chose, c'est de continuer le travail sur ces 5-6 grands groupes américains qui s'installent tranquillement chez nous. Et il y a un excellent papier de Jean-Louis Missica dans l'Opinion d'hier qui dit à peu près tout. On peut faire toutes les réunions qu'on veut, tous les rapports qu'on veut, mais dans 5-6 ans, la messe sera dite si on n'arrive pas à attraper un peu de la valeur de ces grands acteurs. Merci et pardon d'avoir été un peu long. Merci. Je crois qu'on voit émerger des sujets de débat pour les semaines et les mois à venir, entre les positions des uns et des autres sur la question de l'exposition et de la numérotation. Alors, transition que Maxime a réalisée lui-même. Alexandra Laferrière, vous êtes directrice institutionnelle de Google France, donc vous représentez YouTube. Donc,
YouTube distribue des chaînes largement accessibles. Alors je mets chaînes entre guillemets parce qu'évidemment ce sont des programmes délinéarisés. Il y a eu une évolution assez importante de YouTube, hébergeur de contenu généré par les utilisateurs, à YouTube qui reprend entre guillemets des chaînes et qui a également sur la plateforme des contenus exclusifs. Donc je mets aussi le mot distributeur entre guillemets, donc ça fait beaucoup de guillemets, mais je pense que vous avez certainement une réaction par rapport à la question de la régulation et notamment de la manière dont vous voyez l'autorégulation. Oui, je vous remercie. J'ai toujours le plaisir en fait de prendre la parole lorsque dans ces tables rondes le temps de parole est écoulé. Donc non, je serai totalement. Je suis pour l'égalité, donc vous aurez 5 minutes. Donc voilà. Non, mais je vais essayer de faire vite. Et puis dans la droite ligne des personnes qui ont pris la parole avant, je vais essayer de faire passer quelques messages et notamment. Et je reviendrai sur la notion de distributeur, mais notamment sur ces sujets de régulation, parce que sur celui-ci, comme sur beaucoup d'autres, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux secteurs. Je crois qu'il est important aussi de ne pas considérer qu'il y a d'un côté le monde de l'audiovisuel qui serait vertueux parce que régulé est sans doute peut-être un peu trop, et puis de l'autre côté le monde de l'Internet qui serait un no man's land juridique. Je crois qu'on est loin de ça, et c'est vrai que en tant que représentant de ce secteur aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'on fait, qu'on a mis en place. On respecte un certain nombre de règles qui découlent de notre statut. Et je crois qu'il est important d'y revenir, même si beaucoup, à cette table ronde, doutent des engagements qu'on pourrait prendre. Mais il y a des choses qui sont déjà en place et qui existent. Je prendrai juste 2 exemples pour être très rapide. En matière notamment de protection des contenus, sur une plateforme comme YouTube, on a investi massivement, c'est 30 millions de dollars qui ont été investis pour créer Content ID, qui est un système aujourd'hui de gestion des droits, donc à la fois de protection, mais également de gestion des droits pour les ayants droit, pour nos partenaires. Et c'est aujourd'hui 4000 partenaires médias qui utilisent cette solution. Donc je crois que c'est important de le rappeler parce qu'on va le plus souvent au-delà de nos obligations. Et ce, parce qu'on considère qu'on a effectivement une responsabilité en tant qu'aujourd'hui opérateur de masse. Donc c'est important. Sur le sujet de la réglementation de la publicité, on essaye en permanence, nous, de mettre l'utilisateur au cœur de nos priorités. Donc on est la seule plateforme aujourd'hui à utiliser un format, et on a essayé d'innover effectivement sur ce format, qui est le format TrueView, qui permet en fait à l'utilisateur de zapper la publicité qu'il regarde. Aujourd'hui, il y a 75% de ces publicités qui sont utilisées et qui sont zappées par l'utilisateur. Donc c'est important parce que tout simplement l'annonceur ne paye pas lorsque l'utilisateur a zappé la publicité. Et vous voyez bien qu'on met en place, et je dirais pas, c'est sans doute considéré comme de l'autorégulation, mais tout simplement parce que notre souci premier, c'est de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la meilleure. Alors il y a des idées fausses aussi, lorsqu'on considère que les grands acteurs américains ne contribuent pas à la création sur YouTube. On partage les revenus publicitaires. Alors, effectivement, on n'est pas dans un système de préfinancement, mais le partage de revenus est une forme de financement, certes ex post. On est dans un écosystème qui est fondé sur le préfinancement, et parce que, justement, l'industrie, et c'est vrai que Nicolas Copperman fait partie de nos partenaires, l'industrie a exprimé ce souci justement de la prise de risque pour venir sur le web. On a mis en place, là aussi, des formes innovantes, ou pour nous, innovantes, puisque dans le cadre d'un projet qu'on a mis en place qui s'appelle Original Programming, on est allé sur de l'avance sur recette qui permet effectivement de partager le risque avec un certain nombre de partenaires pour que ces partenaires viennent avec des contenus effectivement originaux. C'est de l'avance sur recette, pour que la salle comprenne bien, c'est donc de l'avance sur recette publicitaire. Oui, tout à fait. Donc c'est nouveau. Je ne dis pas, et Nicolas tout à l'heure le disait, qu'on a trouvé la martingale. Notre ADN, je dirais, c'est de tester. Tester ensemble pour trouver effectivement des modèles économiques. On n'est pas le chantre de la publicité. On essaye de faire en sorte de tester des choses et de trouver des méthodes et des modèles qui pourront fonctionner.
Et pour répondre aussi tout à l'heure à ce qui était dit, je crois qu'on est aussi des partenaires responsables quand, en France, on passe des accords avec les sociétés de gestion collective, avec la SACEM, avec la SACD, pour rémunérer les ayants droit lorsque leurs contenus sont sur ces plateformes. Donc voilà, je crois que c'est important de ne pas opposer ces deux environnements. Moi, j'ai noté avec attention, et c'est vrai que le rapport Lescure aussi allait dans cette direction. Il y a cette notion d'autorégulation. Le président Schrammeck, et pour nous, on y est très attentif, et c'est important. J'ai noté avec intérêt qu'il était rappelé qu'on ne pouvait pas plaquer une législation existante, et notamment la loi de 86, sur un secteur qui est en constante évolution et qui est le secteur de l'Internet. Donc c'est extrêmement important de travailler ensemble à trouver des solutions. Sur le sujet de la distribution et la notion de distributeur, je vais rappeler peut-être à Nicolas qui avait l'air de ne plus trop savoir ce qu'était le statut de l'hébergeur, mais YouTube est bien un hébergeur de vidéos et a bien ce statut. On est une plateforme communautaire. Alors c'est vrai que de plus en plus, on a du contenu professionnel sur la plateforme. Et on en est très fiers. On a des partenariats qu'on a développés, notamment en France avec l'Institut national de l'audiovisuel, où effectivement, il y a de plus en plus de contenu professionnel. Néanmoins, la part des vidéos amateurs n'a pas diminué sur la plateforme. Donc aujourd'hui, ça reste avant tout, et notamment dans des pays comme les pays du Maghreb, où au moment du printemps arabe, c'était le seul moyen d'expression pour un grand nombre de personnes, ça reste une plateforme communautaire, une plateforme de partage de vidéos. Donc le rapport Lescure a clairement indiqué que la réforme du statut de l'hébergeur n'était ni souhaitable ni nécessaire. Donc je pense que toutes les réflexions qui ont lieu aujourd'hui, et c'est vrai que l'évolution vers l'éditorialisation de certaines plateformes de vidéos, notamment françaises, peuvent légitimer les réflexions qui ont lieu sur la notion de distributeur, mais je crois que ce qui est très important sur ce sujet, comme sur d'autres, c'est que ces réflexions, elles se mènent si ce n'est au niveau des instances communautaires, pour le moins en cohérence avec les instances communautaires. Voilà, très rapidement ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour ces propos très clairs. Alors, il est arrivé ce que je redoutais. On dit que le pire n'arrive pas forcément, mais là, c'est un peu arrivé. C'est-à-dire qu'on a évidemment dépassé le timing. Donc, je ne vais pas me risquer à faire une synthèse complexe. On a quand même, mais Anne Durupti m'a quand même pas mal facilité la tâche, donc je la remercie, puisque quand elle parle de globalisation, de simplification, d'extension, tout le monde n'est pas d'accord autour de la table un peu virtuelle qui est ici, mais ça reste des sujets. On a parlé de régulation économique, on a parlé de renforcement de l'offre et de régulation progressive aussi en fonction de la date d'arrivée des acteurs sur un marché et de leur niveau de maturité. Donc je pense que le débat est ouvert. Je voudrais qu'on ouvre aux questions dans la salle, sachant qu'on a débordé, mais qu'on peut quand même prendre quelques questions. Donc s'il y a des questions à adresser à nos intervenants, eh bien, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il faut passer les micros. Y a-t-il des questions? Et si vous pouvez simplement vous identifier avant de poser la question, ça nous serait d'un grand secours. Bonjour, Mariam Salehi, Energy Group. J'avais juste une question pour l'ensemble des intervenants. Ils ne pourront pas tous répondre. Hein. Mais, non, elle est pour tous les intervenants, mais peut-être Maxime Lombardini va me répondre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction flagrante entre vouloir défendre, et nous y sommes particulièrement attachés, l'exception culturelle, notamment M. le Président Schrammeck avait bien mentionné que l'exception culturelle serait retirée du champ des négociations sur les traités de libre-échange d'une part, et d'autre part, l'amputation de cette bande 700, parce que, pour reprendre les points d'Alain Veil,
Même si je sais que c'est pas... ça va être le sujet qu'on va aborder dans 5 minutes, oui, en fait. Mais simplement, s'il n'y a plus d'audiovisuel, je veux dire, il n'y a plus de régulation, et encore moins à l'heure d'Internet. Et l'exception culturelle fait partie de tout l'écosystème de financement, de la production, des diffuseurs. Tout l'écosystème de l'audiovisuel repose sur tout un système vertueux qui a été mis en place, dont l'exception culturelle fait partie intégrante, et que ce que l'on appelle, avec une erreur de terminologie, le second dividende, en réalité ce n'est pas un dividende puisqu'il n'y a pas de spectre disponible et qu'on ampute le spectre en retirant à l'audiovisuel, à l'heure où peut-être justement on a besoin de renouveler la régulation. Il n'est pas, quand on parle de table rase, et Madame Durruti l'avait mentionné, en disant qu'il est l'heure de réfléchir. Donc ma question est très simple, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre vouloir amputer une bande de fréquences qui est allouée à l'audiovisuel à l'heure justement d'Internet et de l'arrivée d'un certain nombre d'acteurs là où on défend par ailleurs l'exception culturelle? Merci. Je suis très honoré d'avoir à répondre. Je n'ai pas envie de porter sur mes épaules cette menace de l'exception culturelle. Non, je ne suis pas sûr que le fait de retirer quelques mégahertz à l'audiovisuel mette en danger l'ensemble du système. Mais après, ça mérite un débat plus large. Je ne sais pas si je peux répondre comme ça. Moi, le seul propos, c'est de dire c'est un mouvement d'abord qui n'est pas propre à la France. Hein. La bande 700 va vers les télécoms dans à peu près tous les pays d'Europe. Aux États-Unis, elle y est déjà. Ensuite, il faut naturellement gérer une transition correcte pour l'audiovisuel, qu'elle puisse migrer ce qu'elle souhaite migrer vers le MP4, vers je connais pas très bien le dossier, vers la HD pour celles qui ne l'auraient pas encore. Enfin, simplement, j'ai lu ce matin une interview de la ministre disant les télécoms n'ont pas demandé. Je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être indiquer qu'on était intéressé, et plus que ça, qu'on en a un ardent besoin. Vous imaginez la France qui a plus de débit, qui se retrouve avec... c'est pas tout de suite, mais déjà aujourd'hui, vous souffrez parfois à Paris d'un manque de débit. On se retrouverait comme ça dans 5 ans, avec une spécificité. On aurait une exception culturelle formidable, mais on aurait des smartphones qui calent. C'est quand même un sujet sérieux aussi, non ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en relation avec la régulation? Je vois une main se lever dans l'ombre au bout de la salle. Bonjour, Tarek Mami, secrétaire national du CIRTI. Je sais que le ministère de la Culture nous a dit qu'il va y avoir un acte 2 de ces assises pour parler des radios, mais je constate qu'on parle beaucoup de fréquences et que les radios sont aussi sur des fréquences. Alors, on impute un peu de fréquences par là, on en demande quelques autres par là. Je pense, et le président Schramek l'a affirmé au moins au cours de notre colloque au Sénat, que les radios, notamment les radios indépendantes, qui n'ont pas fait le choix de basculer dans l'univers plurimédia, c'est-à-dire radio et télévision, ont leur mot à dire dans cet endroit, et que la question de la radio, quand on parle d'audiovisuel, en France, on a l'impression que la radio fait tout sauf de l'audiovisuel. Alors, je ne sais pas... Merci, mais je pense qu'on est un petit peu loin du sujet quand même. Oui, tout à fait, mais bon. Merci. Merci. Donc, une autre question dans la salle, s'il vous plaît, ce serait probablement la dernière. Donc, si elle est en relation avec notre sujet, je trouverais ça très appréciable. Bien, en tout cas, on voit que la question de la régulation couvre beaucoup d'autres questions, en tout cas. C'est ma conclusion. Allez-y. Est-ce qu'on peut donner un micro, s'il vous plaît? Attendez, on va vous donner un micro parce que là, on ne vous entend pas. Ici, je suis là. Alexandre Picard, Le Monde, vous avez dit que la régulation ne pourrait pas être uniquement incitative pour les acteurs du web. Alors qu'est-ce que vous allez leur faire ? Non, lorsque j'ai évoqué ce terme d'incitatif, j'ai essayé de dire qu'il ne devait pas y avoir une sorte d'approche binaire, c'est-à-dire une régulation imposée d'autre part et le contraire en ce qui concerne les phénomènes du numérique. Mais pour moi,
j'ai prononcé le mot d'autorégulation, cela a été dit plus haut dans le débat. Tout doit commencer par l'autorégulation. Et c'est par le rapprochement des points de vue, par le dialogue auquel donnera lieu l'autorégulation, que pourront se construire, le cas échéant, un certain nombre d'acteurs et se ménager un certain nombre d'avantages. C'est la philosophie, d'ailleurs, je crois, du rapport Lescure. Mais encore une fois, non seulement il ne faut pas plaquer, mais il ne faut pas progresser de la même façon que nous l'avons fait en matière d'audiovisuel traditionnel. Nous ne sommes pas à l'époque de la loi de 1986. Il faut nous en rendre compte avec la plus grande netteté. Et ceci vaut pour le numérique comme pour l'audiovisuel plus traditionnel. L'incitatif vaut pour tous. Merci beaucoup, Olivier Schrammeck. On va conclure cette table ronde. Donc, je voudrais remercier peut-être une question en haut, parce que sinon, je vais être accusé de discrimination. Dernière question. Merci. La question du haut. Donc, Christophe Nick, je parle au nom du SPI, je suis producteur de documentaires. Voilà, c'est quand même ahurissant d'entendre des propos qui demandent encore l'extension de la TNT, alors qu'on sait que la TNT représente aujourd'hui 30% du marché de la pub et 2% de l'investissement dans la création. Donc arrêtons ce cinéma. Le problème fondamental, il est bien sûr celui du financement des programmes. Est-ce qu'on va continuer à assister à cette baisse tendancielle de l'investissement dans les programmes, donc dans la création, donc dans l'offre? Le problème est assez simple à ce niveau-là. On a 26 chaînes, il y en avait beaucoup moins il y a 5 ans, et on en veut encore plus, donc on va encore se partager un gâteau. Monsieur Vell, formidable, on va continuer à produire des documentaires à 5 000 € comme vous les achetez à l'heure. Comment voulez-vous qu'on fasse des programmes à 5 000 €? Ça ne paye même pas 4 jours de montage. Alors on va parler du financement cet après-midi. Donc je pense que vous aurez des éléments de réponse cet après-midi. Merci à tous les intervenants.